Bien, eh bien, nous allons pouvoir commencer cette deuxième rencontre. Donc, je suis ravi, au nom d'Air Paris, de vous accueillir pour ce deuxième cycle. Les rencontres entre science et décision, comme nous l'avions évoqué lors de la première réunion, constituent un temps d'échange privilégié pour faciliter le partage des connaissances scientifiques et le dialogue avec les acteurs à la fois de la recherche, des politiques publiques et du secteur privé. Elles s'inscrivent en droite ligne des missions d'Air Paris, qui fédère, qui informe, qui accompagne les principaux acteurs de la qualité de l'air en Île-de-France, l'État, les collectivités, les acteurs économiques et la société civile, qui sont donc les quatre collèges de notre système de gouvernance. À chaque session, nous invitons des chercheurs de renom pour partager avec nos membres adhérents l'état actuel des connaissances scientifiques sur des questions d'actualité ou émergentes, dans un format de proximité que l'on espère propice aux échanges et aux enrichissements de tous. Cette édition s'intéresse donc aux interactions entre je ne sais pas s'il faut dire le ou les changements climatiques, on en saura peut-être plus tout à l'heure, enfin, c'est pas plus, probablement, c'est certainement, et la pollution de l'air. Souvent mal ou peu présentée dans le débat public, la pollution de l'air et le changement climatique sont certes, je prends des risques, deux phénomènes bien distincts, mais étroitement liés. Que ce soit d'un point de vue politique, économique ou social, ces deux sujets ne peuvent plus être considérés séparément. Le sixième rapport d'évaluation du groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, le GIEC, a publié en 2021 un rapport qui va dans ce sens, en mettant l'accent sur l'interface climat-qualité de l'air. Notre première intervenante, Madame Sophie Sopa, contributrice du rapport de synthèse du GIEC, reviendra sur ses conclusions et sur le nexus changement climatique et qualité de l'air. Il est en effet urgent d'agir de concert pour atténuer et pour s'adapter à ces menaces pour notre santé et notre planète. C'est pourquoi, dans son document stratégique CAP 2030, en abordant les enjeux de la qualité de l'air de manière conjointe avec les enjeux sanitaires, climatiques, de la transition énergétique et de la mobilité, Air Paris a l'ambition de contribuer à un air plus sain pour un monde plus durable. Fabrice Joly et Olivier Perissel, ingénieurs d'études à Air Paris, nous présenteront comment Air Paris facilite la prise en compte conjointe de la qualité de l'air, du climat et de l'énergie via la réalisation d'un inventaire des émissions, outil précieux pour appuyer l'élaboration des politiques publiques. Depuis plus de 10 ans, Air Paris travaille à l'amélioration constante de cet inventaire qui permet de suivre l'évolution des polluants de l'air et des principaux gaz à effet de serre dans le temps, d'en identifier les principales sources et surtout d'en déduire l'efficacité des scénarios en termes de réduction des émissions. Parallèlement aux efforts que nous devons fournir pour diminuer les émissions, l'état actuel du réchauffement de la planète nous oblige à nous y adapter. Nos villes, particulièrement vulnérables aux épisodes caniculaires et aux pics de pollution, font face à des défis croissants en termes de soutenabilité et de santé publique. Martin Hendel, notre dernier intervenant, nous partagera le fruit de ses travaux sur l'adaptation des villes au changement climatique, notamment en matière de rafraîchissement urbain pour faire face aux vagues de chaleur. Je passe donc la parole à notre première intervenante, Madame Sophie Sopa, directrice de recherche au CEA, chimiste de l'atmosphère au Laboratoire des sciences et du climat de l'environnement et vice-présidente en charge du développement soutenable à l'Université Paris-Saclay et contributrice au rapport de synthèse du GIEC pour nous présenter les principales conclusions concernant ces interactions entre qualité de l'air et changement climatique. Donc, sur le plan pratique, nous allons avoir une présentation et ensuite, nous aurons du temps pour échanger à la suite de chaque présentation. Et in fine, après les trois présentations, nous aurons aussi un temps d'échange pour revenir et discuter et poser des questions. Donc, n'hésitez pas à interagir avec tous les intervenants
On est là pour s'enrichir et mieux comprendre. Je vous remercie, Monsieur le Président. Vous m'avez même laissé 5 minutes de plus que je me ferai un plaisir d'utiliser pour ma présentation. Donc, bonjour à toutes et tous. Effectivement, on va rebalayer certaines conclusions qui apparaissent dans le rapport, dans le dernier rapport du GIEC. Donc, c'est des conclusions essentiellement à l'échelle mondiale. Donc, ça permettra d'introduire les discussions suivantes qui permettront peut-être plus de répondre à vos questionnements plus ciblés sur la région parisienne. Alors, je n'arrive pas à faire défiler. C'est pas les deux touches. Il ne faut pas que ça utilise les 5 minutes de plus. Bon. Merci. Donc, tout d'abord, pour voir les interactions qui existent de manière très générale entre pollution de l'air et changement climatique, qui, comme on le disait dans l'introduction, sont étroitement liés. La première interaction à laquelle on peut penser, c'est évidemment l'impact que peut avoir le changement climatique et donc le changement de paramètres météorologiques, notamment sur la pollution elle-même. Ça, c'est le premier point dont je vais discuter dans cette présentation. Et puis ensuite, on a cet autre volet qui est l'influence des polluants atmosphériques sur le climat lui-même. Alors la pollution, elle affecte aussi la biosphère, donc notamment l'agriculture. Cet effet sur la biosphère va aussi modifier les cycles du carbone et de l'azote et in fine aussi modifier le climat. C'est pas quelque chose dont je discuterai ici, et on est plus là sur des recherches qui restent encore très à un état assez initial plutôt qu'à des conclusions fermes là-dessus. Et puis le dernier point, on le verra, c'est sur les interactions qui ont lieu en raison du fait qu'il y a des sources qui émettent à la fois des gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques. Et derrière, ça a évidemment une incidence importante en termes de politique et de choix qui peuvent être faits pour lutter contre l'un ou l'autre des problèmes environnementaux et les effets croisés qu'il peut y avoir dans ces politiques publiques qui sont amenées à réduire soit la pollution, soit le changement climatique. Donc, pour commencer sur l'effet du changement climatique sur la pollution, donc le changement climatique, il affecte la pollution via deux effets. Un effet direct qui est le fait qu'on change des paramètres physiques de l'atmosphère, par exemple la température, le rayonnement, des changements de plus grande échelle comme la circulation, les épisodes de stagnation de masse d'air qui sont propices à la formation d'épisodes de pollution, les précipitations qui viennent, quand elles ont lieu, diminuer le taux de certains polluants et en particulier des particules. Donc ça, c'est le premier effet, l'effet physique. Et puis, il y a un autre effet qui est aussi très important, qui est le fait que ça vient agir sur les émissions naturelles. Donc, en premier lieu, les émissions de composés organiques par la végétation, mais on a aussi d'autres effets, par exemple le fait que ça peut modifier les émissions d'oxyde d'azote par les éclairs, des émissions par les feux qui sont maintenant aujourd'hui quand même malheureusement bien ressentis pour beaucoup d'entre nous, ces épisodes sporadiques qui vont donner lieu à des épisodes particuliers de pollution. Donc on a ces deux effets, et quand on regarde ce qui va se produire dans le futur en termes de réchauffement climatique, on sait que ce réchauffement est amené à encore augmenter pour au moins une vingtaine d'années, avec vraisemblablement un dépassement de 1,5 degré de réchauffement mondial. On est aujourd'hui autour de 1,15 degré de réchauffement mondial, si on prend une moyenne pluriannuelle. On va dépasser 1,5 degré de réchauffement mondial au début de la décennie 2030. Donc cet impact du réchauffement climatique sur la pollution est quelque chose qui est amené à se renforcer. En pratique, on sait aussi que les manifestations du changement climatique sont exacerbées dans les villes, et en particulier les îlots de chaleur urbains qui vont pouvoir derrière augmenter les températures et augmenter l'effet du changement de température sur la formation de pollution, et en particulier la pollution à l'ozone. Et la conclusion du rapport du GIEC, c'est que dans les milieux urbains, le changement climatique a déjà aggravé certains épisodes de pollution de l'air, avec une confiance moyenne, parce que ça reste quelque chose qui n'est pas non plus
complètement, vrai partout et de manière, systématique là où la température, a augmenté. Si on regarde cette fois au niveau plus large, régional ou global, l'effet du changement climatique sur la pollution, on a là des effets qui sont beaucoup plus mitigés. Ce que vous voyez ici, ce sont des cartes de changement euh, induit par le changement climatique sur l'ozone. Et ce que l'on voit, c'est ici pour différents niveaux de réchauffement, des choses très contrastées. Quand on est très loin des sources, on va plutôt avoir une diminution de l'ozone. Par contre, dans les endroits où on est déjà très producteur d'ozone, le changement climatique va au contraire venir augmenter encore cette production d'ozone. Donc c'est une raison de plus pour faire diminuer la pollution, pour pas se retrouver dans une situation où on a cette pénalité climatique. Pour les particules, c'est quelque chose, le résultat est beaucoup plus hétérogène et je ne vous le montre pas ici parce qu'en pratique, on a des changements de précipitations qui sont hétérogènes dans le temps et dans l'espace et et donc de fait, ça donne des résultats sur lesquels, c'est difficile de conclure réellement à un effet, positif ou négatif, du changement climatique, sur la pollution particulière. Donc le corollaire de ce que je viens de vous dire, c'est que le principal moteur de l'évolution de la pollution, à l'échelle mondiale, ça va vraiment être les changements d'émissions. Donc en premier lieu, les changements d'émissions qui sont liés à nos pratiques anthropiques et à la mise en place ou non de politiques de lutte contre la pollution et puis potentiellement les effets de changements d'émissions qui sont induits par le changement climatique, donc les émissions, naturelles. C'est quelque chose qui est encore très mal cerné par les modèles, pour lesquels on a beaucoup de mal à dire dans quel sens, même le signe, va être de ces changements d'émissions, naturelles. Ce que vous voyez, représenté ici, c'est l'évolution de la pollution à l'ozone de surface pour différentes régions et puis, en global en bas. Vous voyez qu'on a une dispersion très, très grande suivant les scénarios sur lesquels on se place en termes de pollution et que vraiment le choix qui est fait dans les scénarios d'avoir une politique forte de lutte contre la pollution et contre le changement climatique ou au contraire de ne rien faire contre l'un et l'autre, va vraiment conditionner des modifications d'ozone de plusieurs ppb, donc qui sont vraiment extrêmement importantes en ordre de grandeur. Donc maintenant, si on regarde l'effet de la pollution, cette fois sur le réchauffement, climatique, donc ce que vous voyez, ici, à gauche, la barre grise, c'est le réchauffement observé pour la dernière décennie par rapport à la période, 1850-1900, donc un réchauffement de 1,1 degré. Et ce que l'on conclut dans le rapport, du GIEC, c'est que ce réchauffement, observé, qui est lié, en intégralité aux activités humaines, il se partage en pratique entre un très fort signal de réchauffement qui est lié à l'augmentation des gaz à effet de serre et puis une partie qui est aujourd'hui masquée en grande partie par les particules de pollution. En pratique, on va le voir, les particules de sulfate liées aux émissions de dioxyde de soufre. Et donc, quand on regarde plus spécifiquement les différents composés qui se trouvent derrière ces 2 grandes barres, on voit ici des composés pour lesquels j'ai mis une petite croix, qui sont des composés qui agissent de fait et sur le climat et sur la pollution de l'air. Donc, on retrouve le méthane dont on va parler dans un instant, les NOx, les composés organiques volatiles, le dioxyde de soufre et puis les composés à l'origine de pollution particulière. Donc on voit que ces composés, ils peuvent soit avoir un effet réchauffant, soit un effet refroidissant sur les températures de surface. Et ici, cette quantification de l'effet de réchauffement ou de refroidissement à l'échelle mondiale est exprimée en fonction des émissions de composés. Donc c'était pour nous important de l'exprimer en termes de composés émis, puisque c'est ce sur quoi la décision a la main in fine par rapport aux concentrations qui, elles, sont plus indirectement contrôlables pour des composés qui sont formés dans l'atmosphère. Derrière ces différentes barres bleues et rouges que je vous montrais, on a évidemment une complexité un petit peu plus importante puisque en fait on a des composés qui agissent directement sur le climat, c'est le cas par exemple du méthane ou de l'ozone, et puis des composés qui agissent indirectement parce qu'ils vont former ces composés qui agissent eux directement. Donc si par exemple on regarde le CO2, le CO2
il est émis directement sous forme de CO2 dans l'atmosphère et c'est sous cette forme qu'il agit, sur le climat. Si on regarde cette fois le méthane, il est émis sous la forme méthane. Il va conduire à la formation d'ozone dans l'atmosphère et donc son effet, l'effet d'une quantité émise de méthane va être à la fois au travers de l'effet du méthane, mais aussi au travers des composés chimiques que son oxydation a produit. Donc le donc on voit ici cet effet, du méthane, qui intervient aussi au travers de l'ozone. C'est également le cas pour les NOx et les composés organiques volatiles qui vont pas directement interagir avec le rayonnement, mais qui vont agir au travers de la formation, d'ozone ou de la formation ou destruction de plus, de méthane, atmosphérique. C'est ce qui conduit à ce que, par exemple, les émissions de NOx entre le pré-industriel et aujourd'hui ont conduit plutôt à un refroidissement de l'atmosphère. Ces émissions de NOx ont conduit à la production d'ozone qui contribue à réchauffer, mais ces émissions de NOx ont aussi raccourci la durée de vie du méthane et donc par ce biais-là, ont conduit à un refroidissement. Donc on voit bien derrière toute cette complexité qui est liée à la chimie atmosphérique. Et puis on retrouve ici l'effet des aérosols. L'effet des aérosols qui sont ces particules fines dans l'atmosphère, ces aérosols, ils agissent directement, ils interagissent avec le rayonnement et notamment le rayonnement, incident qui nous vient, directement du soleil. Ils agissent également en modifiant les propriétés des nuages. En fait, ces aérosols vont servir de noyau de condensation et donc quand on va avoir des aérosols, on va avoir des nuages avec beaucoup plus de gouttelettes plus fines donc ça change la durée de vie du nuage, sa capacité à faire de la pluie ou non. Et donc là aussi, on voit la complexité de l'interaction avec une interaction au travers des nuages qui est vraiment ce qui domine l'effet des aérosols sur le climat. Peut-être un point important, donc on a cet effet refroidissant assez fort qui est lié aux émissions de dioxyde de soufre qui vont former des particules de sulfate dans l'atmosphère. Jusqu'à cette, évaluation, de l'AR6, on pensait que le carbone suie, avait des propriétés telles que ça induisait un réchauffement, important. Aujourd'hui, quand on regarde l'ensemble des effets du carbone suie, on a une évaluation qui est beaucoup plus faible du pouvoir, réchauffant de ces particules. Alors ça veut dire que la raison pour laquelle on lutte contre ces particules est plus de santé publique que climatique. Donc quand on voit ce que je viens de vous montrer, certains peuvent avoir idée que ça pourrait être, une bonne idée de garder, plus d'aérosols, dans l'atmosphère. Évidemment, le climat, c'est pas uniquement les températures et en pratique, les changements d'aérosols dans l'atmosphère ont conduit pas uniquement à refroidir la température, ça a aussi conduit à des changements de grande ampleur de la circulation atmosphérique, des précipitations avec on voit ici l'effet des aérosols sur les précipitations. On voit tout un assèchement dans la bande, équatoriale et notamment, au Sahel. On sait que cette augmentation des aérosols de pollution est la cause, par exemple, des grandes sécheresses qu'il y a eu au Sahel dans les années 70-80. Donc c'est pas faut pas simplement se limiter à l'effet qu'a un composé en termes de température. Derrière, il y a des effets, climatiques, beaucoup plus complexes à prendre en compte, des modifications de moussons aussi qui sont importantes puisque derrière, il y a des millions de gens qui vont dépendre de, la quantité, de précipitations, dans ces moussons. Donc si on regarde comment a évolué, la pollution de l'air, dans le temps et dans les années récentes, on voit ici l'évolution de l'effet de différents composés sur la température qui derrière, en fait, nous informe sur l'évolution mondiale de la quantité, de ces composés et là, je voulais simplement attirer votre attention sur la courbe qui est, la courbe des aérosols, qui est en gris, tout en bas, où vous voyez que le pic mondial des aérosols, des particules fines, est quelque chose qui est derrière nous parce que, on a eu des politiques publiques, importantes en Europe et aux États-Unis. On a contribué, à diminuer la quantité mondiale, d'aérosols,
Pour autant, on sait qu'on a sur les différents composés des tendances qui peuvent être variables d'une région à l'autre. Donc, ces composés ont une courte durée de vie. Donc, les changements locaux vont pas nécessairement, enfin, vont avoir lieu de manière très hétérogène et vont pas forcément interagir à l'échelle globale. On voit ici, donc à votre droite, la carte des émissions d'oxyde d'azote, de NO2 vues par satellite. On voit bien les hotspots d'émissions qu'il peut y avoir mondialement. Et en dessous, on voit les tendances et on voit que d'une région à l'autre, on a des tendances qui peuvent être très, très variables. Donc, c'est très difficile de conclure de manière unilatérale pour la pollution et même pour un polluant particulier. Les tendances régionales sont vraiment très différentes. Il faut comprendre aussi qu'on a encore beaucoup de régions dans le monde où les tendances ou même la composition, par exemple, des particules est très peu documentée et c'est un enjeu très important, en particulier dans l'hémisphère sud, d'avoir des réseaux de mesure comme on a la chance d'en avoir en France. Donc, si on regarde maintenant du point de vue des politiques et des synergies ou des antagonismes qui peuvent exister entre la lutte contre le changement climatique et la lutte contre la pollution de l'air. Donc, pour rappel, être sur une trajectoire soutenable du point de vue climatique, ça implique d'une part de l'adaptation, on en discutera tout à l'heure, mais également des transitions extrêmement profondes qui requièrent des changements technologiques, mais également des changements en termes de maîtrise de la demande. Et évidemment, pour les transports en particulier, c'est un point important qui a un impact sur la qualité de l'air. Et puis, on a des solutions fondées sur la nature pour l'adaptation dont on aura l'occasion de discuter. Ces enjeux de transition doivent évidemment être éthiques, équitables et justes, en particulier parce qu'il y a une exposition au changement climatique et une vulnérabilité qui est très variable, une responsabilité aussi qui est très variable dans le temps et dans l'espace. Et ces problèmes d'équité sont évidemment aussi quelque chose d'important en termes d'exposition à la pollution de l'air. Si on regarde les options qui sont disponibles aujourd'hui, qui pourraient être déployées et amener à une diminution d'un facteur 2 des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030, on voit que ces grands leviers, ils concernent évidemment le secteur de l'énergie, mais également des secteurs comme l'agriculture, le bâtimentaire qui nous concerne peu s'agissant de la pollution, mais également le transport et l'industrie. Donc, ces grands secteurs sur lesquels on a des leviers d'action pour limiter les émissions de gaz à effet de serre, ce sont en fait aussi les secteurs qui sont contributeurs derrière à la pollution. Donc, on voit ici l'attribution de la pollution actuelle, aussi bien la pollution particulière sur votre gauche que la pollution à l'ozone. On voit que les grands secteurs qui participent à cette pollution, ce sont également l'énergie, l'industrie, le transport. Et puis après, suivant les polluants, on peut avoir une part plus ou moins importante qui va être liée à l'agriculture ou à des pratiques de combustion de biomasse. Donc, on voit bien que dès lors qu'on va mettre en place des changements importants sur ces grands secteurs, mécaniquement, ça va avoir un effet sur la pollution de l'air. Ce que dit ce rapport du GIEC, hein, ce sur quoi il insiste, c'est évidemment les co-bénéfices en santé importants qu'il y a dans les mesures qui sont prévues sur les secteurs et qui incluent dans ces mesures, qui incluent également des politiques publiques qui doivent changer la demande, qui doivent changer par exemple les modes de transport ou les modes d'alimentation. Toutes ces options, si elles sont mises en œuvre de manière massive au travers de politiques publiques, elles ont des co-bénéfices importants en santé, donc au travers, en premier lieu, de la baisse de pollution, également au travers de la lutte contre la sédentarité ou des problèmes de suralimentation qu'il peut y avoir dans nos pays. Ce que dit le rapport de synthèse, c'est que les bénéfices économiques qu'il y a en termes d'amélioration de la qualité de l'air pourraient être supérieurs au coût de l'atténuation. Alors, c'est un pourrait être et c'est une confiance moyenne parce que quantifier le coût de l'atténuation, c'est extrêmement complexe, étant donné qu'il y a énormément d'effets croisés derrière. De la même manière qu'il est complexe de quantifier un bénéfice en termes de baisse de pollution. Derrière, ça demande des hypothèses qui sont
particulièrement sensible à la fin sur la quantification, que l'on peut faire. Mais ça montre quand même qu'on est sur un levier, extrêmement important de co-bénéfices, ici au travers de politiques de lutte contre le réchauffement, climatique. Un point important, derrière tout ça, c'est la temporalité, aussi de ces effets. Si on met en place une politique de décarbonation massive, on sait qu'on n'obtiendra pas, de stabilisation de la température avant au moins une vingtaine d'années, le temps que cette décarbonation nous amène à des émissions nulles de CO2. Dès lors qu'on va continuer à émettre, même si on émet moins de CO2, on continue de réchauffer et du coup, on n'en verra pas, heu, du point de vue du changement climatique, les bénéfices rapidement. C'est différent pour la pollution dont vous savez qu'elle répond très rapidement aux politiques qui conduisent à baisser les émissions. On l'a vu, évidemment, ça nous a été rappelé, pendant le covid. Donc on a un effet, de baisse des émissions qui est rapide, de baisse des concentrations, pardon, et des effets qui est rapide après la mise en place de politiques quand il s'agit de la pollution, pas quand il s'agit, du climat. L'autre point qui est important, c'est le fait que donc cette pollution de l'air, elle est réversible. Si on cesse d'émettre ou si on émet moins, on baisse la pollution. Ça ne veut pas dire que les effets n'ont pas de conséquences sur les générations suivantes ou tout au long de la vie si on a été exposé, par exemple, in utero ou dans son enfance. Mais tout de même, il y a cet effet réversible du niveau de la pollution. C'est pas le cas pour le changement climatique dont on sait qu'on peut stabiliser la température, mais même si on stabilise la température, on va avoir des conséquences du changement climatique qui vont continuer de s'accroître même avec une stabilisation de la température. Donc ça pose un problème, ça pose le problème de manière, différente en termes de choix à faire, de politique. Donc, pour revenir justement sur ces interactions, sur ces synergies et antagonismes, donc, on l'a vu pour limiter le réchauffement climatique, il faut des réductions, très fortes, d'émissions, de gaz à effet de serre. Il faut tendre vers net zéro pour, le CO2. C'est un petit peu différent pour le méthane dont on sait qu'on ne peut pas tendre vers net zéro, au moins à l'échelle de ce siècle. Donc les politiques aujourd'hui qui luttent contre, le changement climatique s'attaquent, essentiellement à ces gaz à effet de serre de longue durée de vie, CO2, N2O, le méthane qui a une durée de vie, lui, plus courte d'une dizaine d'années et les CFC, les composés halogénés pour avoir derrière un bénéfice climatique. Dans ces composés, il y a un composé qui a un rôle central, c'est le méthane dont je vous ai parlé, tout à l'heure sur ses effets en termes de production d'ozone. On sait que réduire le méthane, c'est avoir un effet sur le climat à relativement court terme, d'ici une dizaine d'années si on a une diminution significative. C'est aussi une réduction, du niveau, d'ozone de surface, qui est un des rares polluants, qui ne baisse pas, en Europe malgré les politiques pour essayer de le diminuer. Donc c'est vraiment un composé qui est, gagnant-gagnant pour le climat et pour la qualité de l'air, même si là on parle du niveau de fond d'ozone, pas nécessairement des pics d'ozone, mais forcément si le niveau de fond est plus bas, vous écrêtez, un petit peu, vos pics. Les politiques de lutte, pour, améliorer la qualité de l'air, elles vont concerner plutôt les composés, à courte durée de vie. Donc on retrouve, les gaz tels que les oxydes d'azote, le CO et les COV et les précurseurs d'aérosols. Ça va induire des bénéfices en termes de santé publique, en termes d'effets sur l'agriculture. Ça peut induire des bénéfices en termes de climat, mais on l'a vu, ça peut aussi induire une pénalité, climatique pour les composés, qui ont un effet, refroidissant. Comme je vous l'ai dit, c'est la température n'est pas le seul, indicateur, pertinent, pour le climat. Ce que l'on montre quand on analyse un grand nombre de scénarios, c'est néanmoins que les scénarios dans lesquels on néglige, l'environnement de manière générale, que ce soit la qualité de l'air et le climat, dans ce cas, l'effet combiné de tous les polluants est bien pire que dans les scénarios dans lesquels il y a des efforts, conjoints sur, la qualité de l'air et le climat. Et puis on l'a vu, on a des effets croisés
qui sont liées au fait que les sources d'émissions sont les mêmes. Donc, si vous modifiez le mode de production d'énergie, vous allez avoir un bénéfice sur la qualité de l'air. Il y a moins d'interactions dans l'autre sens, c'est-à-dire si vous installez des filtres, par exemple, en sortie d'usine pour réduire la pollution, vous n'allez pas nécessairement avoir d'effet sur vos gaz à effet de serre. Par contre, si vous faites une politique publique pour, l'accessibilité au transport public, si vous le faites à des fins de qualité de l'air, évidemment, vous aurez aussi un co-bénéfice, en termes d'émissions de gaz à effet de serre. Donc on le disait, la décarbonation, c'est des changements en profondeur, des systèmes de production d'alimentation et d'énergie, avec de nombreux co-bénéfices sur la qualité de l'air. On a pu avoir des mesures spécifiques, notamment sur, su des préconisations, sur le chauffage au bois ou, le diesel. Enfin, on peut penser à des mesures comme ça. Ça, ce ne sont pas des mesures qui sont des mesures réelles de décarbonation. La décarbonation, c'est des choses beaucoup plus, massives et de moyen terme que, ces mesures qui, de fait, avaient un effet, délétère, pour la qualité de l'air, mais qui peuvent pas être assimilées à des mesures de décarbonation. C'est des choses, la décarbonation, qui demande une planification à moyen terme et pas une accumulation de petites mesures. Le point important, tout de même, donc on a ces co-bénéfices si on mène la décarbonation. Ce qu'on explique, malgré tout dans le rapport, du groupe 1, c'est que ces améliorations, elles arrivent doucement parce que la décarbonation, c'est quelque chose qui est long à mettre en place et qu'on sait qu'on peut avoir des politiques de qualité de l'air, en particulier dans les pays en développement, très efficaces, qui permettent beaucoup plus rapidement d'avoir des bénéfices en qualité de l'air. Donc faut pas, et c'est un point forcément que défendent beaucoup, ces pays-là, faut pas non plus faire miroiter que la décarbonation va solutionner leurs problèmes de pollution de l'air importants, là où on peut déjà transférer des technologies, qui ont été, très effectives, chez nous. On a également des politiques, très, spécifiques qui sont envisagées pour atteindre les objectifs de développement durable, notamment heu, tout ce qui est traitement des déchets, par exemple, ou, le fait d'avoir un accès à une eau propre et une eau, qui soit traitée, ensuite, à des eaux insalubres qui soient retraitées, qui sont directement bénéfiques pour la pollution, en même temps qu'elles amènent, du développement, dans ces pays. Un dernier point, que je ne vais pas vous détailler, mais qui est simplement quand même pour rappeler que derrière, quand on déploie très rapidement des technologies, par exemple la décarbonation, on n'a pas toujours un retour, scientifique très fort sur les composés qui sont coémis par ces technologies, et donc de fait, on peut s'attendre à des problèmes de pollution de l'air pas nécessairement anticipés avec de nouveaux composés, qui interviennent. La pollution de l'air, il y a des normes de composés à surveiller, mais qui s'adaptent au fur et à mesure qu'on a de nouveaux composés. Donc, il faut être très vigilant sur l'apparition, aussi de nouvelles technologies et d'effets sur la pollution de l'air ou des autres composants, qui pourraient arriver. La conclusion, c'est évidemment, la nécessité d'avoir des politiques de fait qui sont intégrées sur la lutte contre la pollution de l'air et sur le climat, et de cesser de traiter les 2 séparément comme ça a été, fait, jusqu'à présent, avec des politiques, à des échelles, locales, beaucoup sur la pollution de l'air, tandis que le problème climat est traité plus largement, et on a besoin en fait d'avoir une vraie, vision, croisée entre ces enjeux. Et puis bien sûr, comme je vous le disais, l'effet de la réduction du méthane, qui est vraiment quelque chose qui est gagnant-gagnant, même si aujourd'hui c'était pas forcément dans le scope des décideurs, locaux. J'en ai fini. J'espère n'avoir pas trop débordé. Non, merci, vous n'avez pas du tout débordé, on est parfaitement dans les temps. Merci beaucoup pour cette présentation. Peut-être. Ah oui, pardon. On a le temps pour quelques questions dans la salle, si vous le souhaitez. Oui, alors je vais vous passer. Tu vois. Je vous propose de vous présenter peut-être à l'occasion. Mathias Bouffis-Marquet, donc référent qualité de l'air et mobilité active à l'ADEME Île-de-France. Vous avez dit que le réchauffement climatique avait aggravé des épisodes de pollution à l'ozone. Est-ce que vous avez des exemples
d'épisodes qui ont été étudiés et statistiquement, on montrerait que, en fait, sans le réchauffement climatique, ils auraient eu un effet moindre ou ils n'auraient pas eu lieu. Alors toute la difficulté est effectivement dans l'attribution, propre au changement climatique dans un monde où les précurseurs, eux-mêmes, évoluent. Je pense que l'épisode de 2003, en France est bien documenté, là-dessus. Après, on a des choses qui sont plus complexes, sur, 2022, mais, Pierre, sans doute a plus d'éléments que moi, sur le fait qu'on peut avoir aussi un épisode caniculaire sans nécessairement voir une augmentation, significative de la production d'ozone. Aussi, vraisemblablement parce que la végétation émet des composés organiques qui participent à cette production d'ozone et en cas de canicule, la végétation va fermer ses stomates pour pas souffrir de l'évaporation et donc pas s'assécher et peut conduire à moins d'émissions de composés organiques. Donc c'est pas si simple, c'est pas simplement il y a une température plus élevée, donc on a des émissions plus fortes et on a une chimie qui est plus rapide. Il peut y avoir des effets croisés plus délicats. Donc, aux États-Unis, il me semble qu'il y a pas mal d'épisodes comme ça, enfin d'épisodes où il est démontré que le réchauffement climatique a aggravé les épisodes de pollution à l'ozone. Après, c'est vrai que quand on analysait, donc ça, vous pouvez retrouver dans le chapitre 6 du rapport du groupe 1, il y a un petit bout sur les extrêmes climatiques et la manière dont ça augmente les extrêmes de pollution, mais ça reste des choses très localisées et c'est difficile d'avoir une vision généralisée. Après, une grande question qui reste ouverte, c'est aussi en termes d'impact sur la santé, le fait d'avoir deux stress en même temps, sur, les individus, que sont la pollution et la canicule. Est-ce que, finalement la résultante est plus importante que la somme des 2? Ça reste une question, ouverte mais importante pour les années à venir. Oui, Isabelle Roussel, c'est une question de béotien, parce que je ne suis pas chimiste, et il me semblait que vous aviez évoqué des interactions entre les NOx et le méthane. Est-ce que vous pourriez préciser? En fait, c'est très indirect. En fait, les NOx vont agir sur, un médiateur, peu connu mais extrêmement important de la chimie atmosphérique que sont les radicaux OH. Ces radicaux, c'est ce qui vient initier la destruction de tout ce qu'on met dans l'atmosphère, qui vient initier l'oxydation de tous les composés organiques et du méthane. Et en fait, le fait qu'il y ait des NOx diminue cette quantité d'oxydants. Et donc, quand on rajoute des NOx, enfin non, pardon, ça augmente la quantité d'oxydants et donc ça va manger plus vite le méthane ou les composés qu'on met dans l'atmosphère. Et donc, ceux qui ont un effet sur le climat vont agir moins longtemps puisqu'ils disparaissent plus vite de l'atmosphère. Donc, c'est au travers de ce médiateur qui est très, très important, qui est le radical hydroxyle OH. Alors, vous remercier pour votre grande curiosité sur la chimie troposphérique et en particulier sur la formation de l'ozone. Et juste pour vous dire qu'on réfléchit aussi à cette question de passation de connaissances sur ce sujet qui est très complexe. Et notamment, on a en réflexion de refaire un science et décision spécifique sur les questions de pic de pollution à l'ozone et notamment sur les actions à court terme pour gérer ces pics et leur articulation sur des actions à plus long terme et notamment la baisse des précurseurs COV-NOx qui permet potentiellement, enfin, à terme, qui pourrait permettre de diminuer les niveaux de fond qui, eux, sont en augmentation depuis 25% et qui permettraient donc d'écréter déjà ces pics, comme le disait Sophie. Et c'est d'autant plus le cas qu'on risque d'avoir un sujet cet été de pic de pollution à l'ozone avec une certaine couverture médiatique en raison des Jeux Olympiques. Voilà. Autre question. Moi, j'ai une question, c'est sur votre conclusion, là, enfin, si j'ai tout bien compris, ce que vous mettez en avant, c'est qu'il y a des échelles de temps et d'espace qui sont différentes. Pour faire simple, au niveau de la pollution atmosphérique, on est plutôt à des échelles locaux ou locaux-régionales et des temporalités qui sont plutôt à court, moyen terme, alors que pour le changement climatique, bon, c'est complètement différent. Et vous dites que jusqu'à présent, on a pensé, on a agi un peu de manière cloisonnée sur ces deux sujets. Maintenant, il faut penser de manière plus systémique, plus intégrée.
Mais en pratique, ça pourrait se traduire comment, quoi? C'est ça que j'ai du mal à Alors, percevoir. en pratique, sur le méthane, il y a des vraies réflexions qui sont, maintenant poussées, conjointement, pour la baisse de pollution et pour l'effet, climatique, en Europe, notamment. Donc il y a vraiment cette vision et c'est aussi poussé, par, la coalition au sein des Nations unies, qui pousse les pays à agir sur le méthane. Il y a un accompagnement pour vraiment montrer aux pays qu'ils auront un bénéfice immédiat, pas que pour eux, mais qu'il y aura un bénéfice, mondial sur la qualité de l'air dont ils tireront aussi, parti. En particulier, le méthane, il y a une partie de l'action qui est, liée à des modifications de pratiques agricoles et le méthane, au travers de la formation d'ozone, a un impact, de réduction de la production agricole. Donc, montrer aux décideurs politiques qu'il y a pour le secteur qui agit aussi un retour indirect en termes de bénéfices, c'est quelque chose, qui est important. Donc c'est poussé à l'agenda politique internationalement au travers de cette coalition, des Nations unies. C'est poussé aussi, il me semble à l'échelle, européenne. Après, ce que ça veut dire, le méthane, typiquement, qui a une durée de vie de 10 ans, quel que soit l'endroit où on le réduit, il y a un bénéfice, pour, l'ensemble de la planète. Donc il y a aussi, une stratégie qui peut consister à aller, lutter contre des émissions de méthane pour lesquelles il est facile de les diminuer à l'étranger pour avoir un bénéfice, aussi, pour nous. Donc il y a une part de coopération qui peut être importante. On sait qu'aujourd'hui, faire baisser la pollution de l'air dans des pays où il y a déjà eu beaucoup d'efforts qui sont faits, chaque, ppb est un petit peu plus, difficile à atteindre et coûteux. Du coup, avoir cette conscience que parfois agir ailleurs peut permettre un bénéfice. Encore une fois, en Europe, on n'arrive pas à faire, baisser, l'ozone. C'est aussi vraisemblablement parce qu'il y a ce niveau de fond de méthane qui augmente et donc il y a cette production de fond, qui augmente. Donc la pollution, c'est en même temps quelque chose de local, mais par exemple, pour les États-Unis, il y a une part de leur pollution de fond qui vient aussi, du continent, asiatique. C'est moins vrai, pour l'Europe. On a moins d'imports, de pollution que ça n'est le cas, pour ce dipôle, Asie, Amérique du Nord. Mais donc c'est important d'avoir cette vision, locale et globale. Très bien, merci. Donc, 2 autres questions. Oui, bonjour. On parle beaucoup du vecteur énergétique Merci de hydrogène. te présenter. Ah oui, pardon, excusez-moi, Arnaud Deschamps, donc je travaille à Paris, je coordonne le RLab, le laboratoire d'innovation ouverte d'Air Paris. Merci, pardon. Donc on parle beaucoup du vecteur énergétique hydrogène, produit à partir d'énergie décarbonée comme une des solutions pour le climat. Et en parallèle, on entend aussi qu'il a peut-être un effet réchauffant, justement par une interaction sur le radical OH-. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, il a effectivement un effet, de diminution, très légère, d'OH et du coup d'allongement de la durée de vie du méthane. Néanmoins, cet effet reste, faible par rapport aux bénéfices que pourrait apporter l'hydrogène s'il permettait de se substituer, aux hydrocarbures. Donc il y a effectivement des travaux de chimie qui permettent de quantifier, son pouvoir, réchauffant et de montrer qu'il a quand même un pouvoir réchauffant, mais ça reste extrêmement faible, en regard de l'économie, qui est faite. Après, juste, je ramène un petit complément à la question d'avant. En fait, la question est aussi de savoir, est-ce que quand une politique est faite pour une cause, elle est faite aux dépens d'une autre? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une diversion de l'effort? Il y avait eu, après le rapport précédent du GIEC, beaucoup de poussées d'organismes, philanthropiques en particulier, mais aussi des Nations unies en disant aux pays: «Si vous luttez contre la pollution et en particulier, sur le black carbone, le carbone suie, vous allez avoir un bénéfice et climatique et de qualité de l'air». Il y a des pays comme le Mexique qui, par exemple, dans leurs engagements climatiques, ont beaucoup misé, là-dessus et il y avait, des scientifiques qui disaient: «Attention parce que l'effort qui est fait par ces pays sur la pollution est potentiellement un effort qu'ils ne feront pas sur le CO2 puisqu'ils auront l'impression d'avoir
déjà fait l'effort. Et en pratique, retirer le carbone suie, si on n'agit pas sur le CO2, ne solutionne absolument pas le problème climatique à moyen terme. Donc après, la question est aussi, on peut avoir des politiques séparées, mais si au final, enfin, forcément, les politiques publiques ont un coût, et une fois que vous avez fait un effort dans un sens, il y a des chances pour que vous ayez plus forcément les moyens de faire l'autre effort par ailleurs. Bah, mais après, c'est pas quelque chose non plus de trancher scientifiquement. Est-ce qu'il y a une diversion des moyens ou est-ce que tout ça se cumule? Bonjour, Elsa Mesquel du pôle climat de la direction de la transition écologique et du climat à la ville de Paris. Justement, en fait, ma question, elle portait sur cette analyse des politiques parce qu'en France, on a une obligation d'avoir un volet R dans nos plans climat. Et je voulais savoir si justement c'était étudier cette différence entre des actions locales où justement on a ce volet R intégré dans une politique climat et d'autres pays où en fait c'est pas nécessairement le cas, mais c'est un peu ce que vous avancez aussi. Est-ce que c'est fait au détriment de l'un ou de l'autre et ce genre de choses? Alors, je pense que, enfin, déjà, on a une politique climat avec une tentative de le décliner au niveau des territoires. Déjà ça fait une différence par rapport à beaucoup d'autres pays dans le monde. Et je pense qu'il y a une vraie dichotomie aujourd'hui entre des pays développés qui ont des émissions de gaz à effet de serre qui baissent, même si c'est très insuffisant, et des pays en développement qui, eux, sont face à de tels problèmes de pollution que, eux, ce qu'ils disent, c'est: «Laissez-nous déjà gérer nos problèmes de développement et de pollution et pour la décarbonation, on verra plus tard». Et de fait, eux, par exemple, luttaient beaucoup contre l'affirmation dans le rapport de synthèse de ce co-bénéfice sur la qualité de l'air parce qu'ils veulent pas non plus qu'il y ait une injonction qui soit uniquement sur la décarbonation sans qu'ils puissent avoir, bénéficié de fonds internationaux vraiment spécifiques sur la pollution. Mais ils ont aussi des niveaux de pollution qui ne sont pas du tout comparables à ce que l'on peut, avoir chez nous. Donc aujourd'hui, je ne suis pas certaine qu'il y ait une vraie analyse du bénéfice de regarder les 2 conjointement. Je pense qu'au moins du point de vue informatif, enfin moi j'avais regardé le plan climat de la métropole, du Grand Paris, où effectivement il y avait un volet rédigé par Air Paris qui était, enfin, c'est vraiment important de mettre les 2 ensemble et ça me semblait vraiment très pertinent. Après, je ne suis pas sûre qu'il y ait une vraie analyse. Je sais qu'il y a aussi des réseaux de villes comme C40 qui sont ces réseaux de grandes métropoles mondiales qui sont accompagnés dans de la programmation de leur stratégie climat et dans lesquels il y a une incitation aussi à quantifier le co-bénéfice qu'ils pourraient avoir en termes de pollution. Après, est-ce que ça permet vraiment de faire un levier pour décider à la fin les politiques? Ça, c'est plus vous qui pouvez me le dire que moi, mais je pense que ça fait partie des choses importantes. C'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une stratégie sur les transports publics, c'est évidemment quelque chose d'essentiel pour les deux problématiques. Très bien, merci beaucoup. On aura le temps à la fin de revenir sur des questions. Je vais passer donc la parole maintenant à Fabrice Joly, responsable du service études en charge de l'appui aux politiques publiques, qui sera ensuite accompagné, c'est ça, dans un deuxième temps par Olivier Pérussel, ingénieur d'études au service émissions et modélisation, et qui vont nous présenter pollution atmosphérique et gaz à effet de serre entre mesure et inventaire des émissions à l'échelle de l'Île-de-France. Merci. Merci, bonjour. Effectivement, je vais vous présenter avec Olivier des éléments de suivi des gaz à effet de serre à travers notamment donc, les mesures que Air Paris réalise, mais également à travers son inventaire des émissions, qui permet aussi de faire le lien entre les émissions de gaz à effet de serre et les émissions de polluants atmosphériques. Pour changer, c'est bon. Donc, Air Paris mesure le CO2 de manière continue depuis maintenant de nombreuses années. L'objectif étant de voir l'évolution des concentrations donc, de CO2 en s'affranchissant le plus possible, évidemment, de l'impact de sources locales, hein. Donc, l'objectif, c'est bien d'avoir quelque chose d'assez représentatif d'un niveau moyen, d'un niveau global au sein du cœur de l'agglomération parisienne.
C'est pour ça que dans les années 90, on était tout en haut de la tour Saint-Jacques, donc à Paris. Et on est monté encore un petit peu plus haut ces dernières années, puisqu'on est au premier étage de la tour Eiffel. Donc l'objectif est vraiment d'avoir des niveaux moyens et globaux. Ce qu'on peut en dire sur les tendances, c'est que si au début des années 90, on était environ à 350 ppm de CO2, on a augmenté sur les 30 dernières années de 25% ces concentrations dans l'air. Et l'évolution des concentrations tendent à augmenter encore actuellement, même depuis 2015. Donc, sur les 6 dernières années, on a augmenté toujours de 6% les concentrations de CO2 dans l'air. Donc, ça, c'est un élément de suivi du CO2 maintenant depuis de nombreuses années. On a également un inventaire des émissions, donc inventaire des émissions à la fois sur les polluants atmosphériques, sur les gaz à effet de serre et la consommation d'énergie. Alors, Airparif réalise depuis donc, le début des années 2000 ces inventaires sur ces 3 volets. Alors, tout d'abord, pour une question pratique, de travailler sur ces 3 volets, puisque les sources de données sont souvent les mêmes, les sources d'émissions également. Mais c'est évidemment pas qu'une question pratique, c'est surtout d'avoir une cohérence entre ces 3 volets, donc la cohérence air, climat, énergie, comme ça a été rappelé tout à l'heure, avec des interactions fortes. Donc la réalisation de ces inventaires va permettre d'avoir les émissions selon les activités émettrices, qui sont souvent donc les mêmes, d'avoir des leviers d'action, enfin en tout cas d'identifier les leviers d'action pour maîtriser ces émissions, que ce soit GES ou polluants atmosphériques. Souvent, il y a des synergies, comme il était rappelé, entre les actions pour limiter les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques. Si on parle par exemple de sobriété énergétique ou d'efficacité énergétique, donc l'objectif c'est bien une moindre utilisation et de consommation d'énergie et donc des baisses d'émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. Ces travaux alimentent aussi les travaux d'élaboration des différents plans, que ce soit sur les volets climat, air et énergie. Et donc d'intégrer ces 3 volets, c'est vraiment de limiter les risques d'antagonisme entre les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre. Et je vous donnerai quelques exemples juste après. Donc l'inventaire des émissions d'Airparif, donc sur les gaz à effet de serre, on a ce qu'on appelle le scope 1, donc ce qui concerne vraiment les émissions directes de gaz à effet de serre. Et puis le scope 1 plus 2, donc, qui intègre aussi les émissions indirectes, qui sont liées par exemple à la consommation d'électricité ou de chauffage urbain. Alors, au-delà du dioxyde de carbone, qui est effectivement peut-être le plus connu des polluants, des gaz à effet de serre, on a un grand nombre de polluants également pris en compte, avec le méthane, le N2O avec le protoxyde d'azote, mais également des composés un petit peu plus dont les émissions sont beaucoup plus faibles, mais dont le PRG, donc le potentiel de réchauffement climatique, est lui beaucoup plus important que le CO2. Donc même si c'est des émissions en quantité qui sont très faibles, par exemple sur les composés fluorés, c'est tout de même important de les prendre en compte tenu de leur potentiel de réchauffement climatique. Global, pardon. Sur les émissions de gaz à effet de serre, on voit qu'il y a un petit tiers qui est lié au secteur résidentiel, donc essentiellement lié au chauffage de ce secteur, et également un petit tiers lié au transport routier, donc avec les émissions liées aux différents véhicules. La bonne nouvelle, c'est qu'on a une tendance à la baisse de ces émissions.
du fait des politiques locales en faveur donc, de l'amélioration de la qualité de l'air, donc de la baisse des émissions de polluants atmosphériques. On observe également une baisse tendancielle donc, des émissions de GES. Donc d'un côté, on a des concentrations qui augmentent. Et puis, au niveau local, des émissions de gaz à effet de serre qui, elles, tendent à diminuer. Donc, on voit bien l'effet plutôt global du CO2 qui, malgré des baisses au niveau local donc des émissions de gaz à effet de serre, on voit que de manière générale et globale, les émissions continuent à augmenter et donc des concentrations dans l'air observées qui malheureusement augmentent toujours. Sur les effets d'antagonisme entre sur différents secteurs, on a bien évidemment le chauffage au bois. Vous avez le petit graphique en haut à gauche sur la contribution de différents secteurs aux émissions de particules PM2,5 du secteur résidentiel. Donc la grosse barre jaune que vous avez ici, c'est la contribution du chauffage au bois. Donc, on a en 2019, on a 87% des émissions de PM2,5 donc du secteur résidentiel qui est lié au chauffage au bois. Quand on regarde la consommation d'énergie sur ce même secteur résidentiel, là, c'est quelque chose d'assez faible concernant le chauffage au bois, puisqu'il ne représente que 6% de la consommation d'énergie. Donc, on a 6% de la consommation d'énergie liée au chauffage au bois pour 87% des émissions de PM2,5. Donc, même si dans les inventaires, les méthodologies utilisées montrent que les émissions de gaz à effet de serre sont neutres, on a un effet néfaste pour la qualité de l'air, même si, notamment lié au renouvellement des appareils de chauffage, on peut avoir des émissions en baisse même de ce secteur. C'est la barre jaune aussi que vous voyez. On a, depuis quand même quelques années, lié au renouvellement des appareils de chauffage, une baisse de ces émissions. Mais néanmoins, unitairement, on a quand même des émissions liées à ce secteur qui sont importantes. Autre cas aussi typique de ces antagonismes qui sont vus ici à travers donc, notre inventaire des émissions, c'est également les véhicules diesel, puisque un véhicule diesel, toute chose égale par ailleurs, consomme moins de carburant, donc émet moins de CO2, par exemple, qu'un véhicule essence. Mais lorsque l'on zoome sur les émissions liées aux oxydes d'azote et aux particules, eh bien là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que la contribution de ces véhicules diesel sont très importantes, par exemple, sur les oxydes d'azote, puisqu'il y a 92% des émissions de NOx du trafic routier qui sont liées uniquement aux véhicules diesel, alors qu'ils ne couvrent que 2/3, un petit peu moins même, des kilomètres parcourus. Donc voilà, à travers ces deux exemples, on a voulu montrer que nos travaux en lien avec l'inventaire des émissions, qui couple bien climat, air, énergie, on peut zoomer et identifier soit des synergies, bien sûr, mais également des antagonismes entre les enjeux climatiques et les enjeux de qualité de l'air. Bonjour à tous. Je vais continuer donc la présentation. Fabrice vous a expliqué un petit peu et vous a montré en quoi l'inventaire d'émissions d'Air Paris est utile. Il vous a montré quelques exemples d'exploitation de l'inventaire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, cet inventaire d'Air Paris, il est vraiment utilisé pour de multiples applications et en particulier par les chercheurs avec qui on collabore. Alors, cet inventaire, il est utile pour plusieurs raisons. D'abord parce que il est à haute résolution, à la fois spatiale et temporelle. Spatiale, puisqu'on permet d'avoir une évaluation des émissions jusqu'au niveau communal,
donc pour toutes les communes de l'Île-de-France et aussi au niveau de l'arrondissement pour Paris. Et puis, autre résolution temporelle, puisque on arrive à estimer des émissions jusqu'à l'échelle horaire. C'est quelque chose qui est très demandé dans le milieu de la recherche. Et puis, le deuxième point qui fait que notre inventaire il est très utile, c'est qu'on utilise des méthodologies de calcul à l'état de l'art et donc qui suivent les guidelines au niveau national en particulier. Mais en tant qu'Airparif, on souhaite vraiment toujours améliorer ce produit. On est dans une logique d'amélioration continue parce qu'on a besoin et on souhaite vraiment affiner cet inventaire. L'une des pistes pour affiner cet inventaire, c'est la modélisation inverse. Donc, je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que c'est quelque chose quand même qui est assez technique. Mais l'idée de la modélisation inverse ici, c'est de remonter aux émissions qui sont générées et aussi aux activités à partir des concentrations. La modélisation directe, en général, c'est on part des émissions et on essaie de connaître quelle est la qualité de l'air qui est respiré. Ici, on part des concentrations qui sont soit modélisées, enfin, qui sont modélisées et puis qui sont calées avec des stations de mesure, et on essaye de revenir aux émissions. Donc, ce sont des travaux qui sont encore à l'état de recherche, au stade exploratoire, en particulier pour les échelles qui nous intéressent ici, c'est-à-dire l'échelle des aires urbaines. On travaille sur cette thématique depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, avec notamment les chercheurs du laboratoire des sciences de l'environnement à Saclay. Et on travaille uniquement sur la modélisation inverse du CO2 et pas sur d'autres gaz à effet de serre ou d'autres polluants qui seraient quand même un petit peu plus compliqués à mettre en place et à obtenir des résultats qui soient satisfaisants. L'objectif de ces travaux concernant la modélisation inverse, en lien avec notre inventaire, c'est deux choses. D'abord, mieux estimer les incertitudes de l'inventaire afin de pouvoir encore les limiter. Et ensuite, d'affiner la temporalisation de certaines données qui sont utilisées dans nos inventaires. Donc pour ça, je vais prendre deux exemples. Donc ici, vous voyez deux exemples, deux secteurs qui sont traités dans notre inventaire des émissions. Donc à gauche, le cas du transport routier. En Île-de-France, on a de la chance puisqu'on a des données très fines qui nous permettent d'évaluer les émissions du transport routier. On a un modèle de trafic, on a des enquêtes concernant le parc de véhicules, et puis on a aussi un système de boucles de comptage en temps quasi réel qui nous fournissent donc des informations sur 750 points en Île-de-France sur le volume de trafic, donc sur le nombre de véhicules qui circulent en 750 points. Ici, j'ai pris donc le graphique ici concerne le nombre de véhicules horaires pour le 9 janvier dernier sur Haussmann. Donc, on peut avoir ce genre de graphique chaque heure pour les 750 boucles de comptage en Île-de-France. Donc, on a des données d'activité qui sont aujourd'hui très précises pour évaluer nos émissions du transport. Et donc, sur ce secteur, on n'a pas d'amélioration attendue avec les travaux de modélisation inverse dont je vous parlais. En revanche, pour le secteur résidentiel que vous voyez à droite, le calcul d'émissions de ce secteur, il est basé sur les caractéristiques de chaque logement. Donc, par exemple, la surface du logement, le nombre de personnes, le mode de combustion principal du logement. Ça, on peut avoir des informations pour chacun de vos logements. Mais ce qu'on n'a pas, c'est qu'est-ce que vous consommez dans chaque logement, qu'est-ce qui est consommé. Donc, quelle est la quantité d'énergie qui est consommée. Ça, on ne peut pas l'avoir, donc on l'estime à partir de consommations d'énergie unitaires qui sont fournies par des enquêtes. Et donc, autant sur le transport routier, on peut avoir des profils temporels d'activité horaire qui sont bien définis, autant sur le cas du secteur résidentiel, on va forcément utiliser des profils horaires moyens, puisqu'on n'a pas d'informations suffisantes pour avoir des profils horaires réels, et encore moins sur chacun des logements. Donc, pour ce secteur-là, on peut s'attendre à avoir des gains potentiels avec les outils de modélisation inverse. Ici, j'ai pris le cas de la modélisation inverse pour vous montrer qu'on travaille à améliorer l'inventaire
par ce biais, mais aussi on a d'autres pistes et d'autres collaborations avec les équipes de recherche pour encore améliorer cet inventaire. L'une des pistes qu'on a, c'est de croiser la modélisation inverse ici avec des données satellites et des choses comme ça. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est très technique, mais on est vraiment dans une volonté d'améliorer de manière continue cet inventaire qui est déjà assez intéressant de notre point de vue. Voilà, je vais laisser la parole à Fabrice pour continuer. Oui, c'était juste un petit mot sur les mesures. Donc, je vous ai parlé des mesures de CO2, mais depuis mi-2022, on réalise également à Paris-Les Halles, où vous avez une petite photo sur votre droite, des mesures de CH4 qui, comme était rappelé, aussi dans un objectif d'étude de précurseurs, en tant que précurseur d'ozone. Mais il a évidemment un rôle sur les deux volets, hein, que ce soit sur la qualité de l'air, donc via l'ozone, mais également lui-même en tant que gaz à effet de serre, et donc avec un potentiel de réchauffement global qui est plus élevé que le CO2. Donc voilà, on est en train d'accumuler de la donnée donc depuis 2022 sur ce polluant spécifique et donc de travailler après sur l'interprétation à la fois sur l'angle précurseur de l'ozone, mais également de voir quel est l'intérêt de suivre ce polluant également sur la thématique changement climatique. Voilà cette petite précision sur les mesures actuelles. Bien, merci pour cette présentation. Je vais commencer par une question. Vous disiez que il y a le souci d'améliorer de manière continue l'inventaire des émissions. Quelles sont les questions de recherche que les collaborateurs avec qui vous travaillez veulent adresser en ayant une résolution spatiale et temporelle, notamment horaire, aussi fine que possible? C'est pour répondre à quel type de questions, par exemple? Il y a une volonté très claire d'avoir du temps réel. Aujourd'hui, on est dans une société où l'information qui est demandée est vraiment, on a vraiment besoin d'avoir une information quasiment en instantané. Notre inventaire actuellement, il travaille déjà à N-2. Donc, en 2024, on aura une information sur 2022. Ensuite, on a des profils horaires, comme j'ai pu le montrer, sur certains secteurs qui sont très détaillés, comme sur le transport routier, et puis sur d'autres qui sont vraiment standards. Et donc, les questions, c'est est-ce que je ne pourrais pas avoir rapidement une idée de l'impact d'un changement de pratique, d'une rénovation, par exemple, ou ce genre de choses. Aujourd'hui, on n'a pas un système encore suffisamment qui est capable de répondre suffisamment rapidement à des questions de ce type-là. Donc, c'est pour disposer d'un outil qui permettrait d'évaluer de manière beaucoup plus réactive Oui. des actions ou des mesures de réduction qui seraient mises en œuvre. Exactement. D'accord. Mais ça, c'est pour répondre au fait qu'il ne faille pas attendre 2 ans. Mais la résolution horaire, par exemple, en quoi c'est un élément capital pour conduire ces travaux? Alors, la résolution horaire, déjà, on en a besoin pour notre système de prévision de la qualité de l'air. On ne peut pas avoir des émissions annuelles pour vraiment évaluer finement la prévision de la qualité de l'air, puisqu'on a besoin notamment de modéliser les premières heures de la journée, et notamment quand la couche limite est basse dans des conditions stables. Donc ça, c'est un élément important. Après, Anne, si tu veux peut-être rajouter des choses sur ça, tu peux. Oui, en fait, il y a effectivement l'aspect modélisation. Après, les questions qu'on a souvent sur l'aspect appui aux politiques publiques, là, on parlait de
de temporalité fine, mais on a aussi la question sur le spatial fin, enfin, notamment sur les aspects résidentiels ou tertiaires, la question de... Enfin, on est quand même dans une ambition à moyen terme, hein. Enfin, on ne veut pas faire trop rêver non plus nos collectivités, mais la question des pratiques individuelles de ce qui est vraiment consommé, elles sont très difficiles à estimer. Et puis, toutes les actions, Olivier l'a dit, de rénovation, je dirais, plus forte d'un quartier ou vraiment d'incitation forte à limiter ses consommations avec des actions de sensibilisation, on a du mal à les traduire, enfin à traduire cet effet local et donc à montrer l'impact plus fort par rapport à la situation voisine ou à l'Île-de-France complète. Et là, il y a un vrai enjeu de suivi des plans d'action. Merci Isabelle Roussel. Puisqu'on est dans les échelles fines, est-ce que vous avez aussi un moyen d'évaluer les émissions par véhicule? Parce que vous savez que par rapport à critères, on est assigné à une émission théorique, mais qui n'a pas forcément beaucoup à voir avec l'émission réelle. Alors, sur les facteurs d'émissions utilisés, c'est des facteurs d'émissions Coppert, donc ils sont largement repris aussi à l'échelle européenne. Alors, on parle quand même de plus en plus de facteurs d'émissions en conditions réelles, puisque maintenant, on a quand même des tests sur l'homologation des véhicules aussi en conditions réelles, certes avec des cycles bien définis, mais ces cycles représentant aussi des conditions de circulation diverses. Donc, on n'utilise pas des facteurs d'émission, par exemple, issus uniquement de la valeur limite à l'émission, comme peut être défini pour caractériser un véhicule au regard de sa norme Euro. Et donc ça, c'est un premier élément. Et après, on dispose, via des enquêtes qui sont menées essentiellement par la ville de Paris et la métropole du Grand Paris, de la composition du parc technologique. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir des technologies de plus en plus performantes sur la lecture de plaques, par exemple, des véhicules, ce qui nous permet d'engranger un grand nombre de données, et donc de véhicules vus, qui nous permettent de remonter aux données de caractérisation de ces véhicules afin de connaître sa norme Euro, la cylindrée, le carburant utilisé. Donc, on a une vision quand même très clair de la composition du parc technologique en Île-de-France, sur lequel donc, on applique ces fameux facteurs d'émission qui, alors c'est peut-être pas effectivement des conditions réelles, mais qui s'en approchent quand même grandement par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a plusieurs années, où les facteurs d'émission étaient vraiment issus de cycles très, très spécifiques. Et là, on est vraiment sur quelque chose d'un petit peu différent quand même. Juste pour compléter, Fabrice, si tu me le permets, dire qu'on a aussi les compétences techniques et l'expertise intellectuelle pour mettre en place, par des moyens, cette fois-ci, de mesure et de métrologie, des mesures en conditions réelles. Et on l'a fait par le passé, notamment sur les bus. Après, ça demande de la mise en place assez importante via de l'étude partenariale et donc aussi des financements. Je sais que c'est un sujet à la mode, mais donc c'est pas neutre comme opération, d'autant plus que quand c'est dans des bus, dans des conditions réelles d'exploitation avec des passagers, etc., mais on a l'expertise technique à Air Paris pour pouvoir le faire dans des cadres définis. Exactement. Alors, c'est vrai que ça nous a permis à la fois d'avoir une meilleure connaissance des émissions des bus, et là, vraiment en conditions réelles, hein, puisqu'on a mesuré les émissions sur des vraies lignes de bus, avec des vrais bus et des vrais gens qui montaient dans les bus, donc ce qui était assez rare dans la littérature, voire même
une première. Et au-delà de cette connaissance, ça a surtout permis d'alimenter les bases de données des organismes qui réalisent donc les mises à jour des facteurs d'émission. Et donc, ça a permis aussi à la communauté scientifique d'avoir de nouveaux facteurs d'émission des bus liés à nos travaux et donc d'en faire profiter l'ensemble des scientifiques et autres qui utilisent ces facteurs d'émission pour calculer les émissions liées au trafic routier. Donc effectivement, on a pu améliorer ces facteurs d'émission grâce aux mesures qui étaient vraiment en conditions réelles. L'air et mesures de gaz à effet de serre dans ce cas-là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, moi j'ai une autre question de clarification parce que je ne suis pas sûr d'avoir exactement bien suivi l'affaire. Il me semble que vous avez présenté dans vos résultats qu'il y avait une tendance à la baisse des émissions des gaz à effet de serre entre 2005 et 2019, notamment du secteur résidentiel peut-être. Enfin, là, c'est là que je ne suis pas sûr. Et en même temps, on a une augmentation des concentrations ambiantes, notamment du CO2, certes moins importante que par le passé, mais toujours de l'ordre de 6% depuis 2015. Comment on explique ce résultat apparemment paradoxal? Contrairement à des polluants atmosphériques comme par exemple les oxydes d'azote, si effectivement on voit que les tendances des émissions sont à la baisse, ça a un vrai impact localement et donc avec des concentrations également qui sont à la baisse. Ici, on a un polluant qui est beaucoup plus large, global, qui voyage et donc qui caractérise plus les concentrations liées aux émissions globales. Quand je dis global, c'est même presque mondial, que l'effet lié aux émissions de l'Île-de-France. Alors, on va passer par les micros comme ça. Je laisse Sophie compléter, je te passe le micro après. Oui, ça rejoint en fait ce qui était présenté aussi sur l'inversion. Il y a une nécessité d'avoir une inversion à des échelles très fines pour le CO2, justement pour discriminer les changements d'émissions locaux dans un fond diffus global dont la concentration finalement, elle, augmente et on est sur des vraiment très, très petites quantités de variations par rapport à ce fond, de la même manière que dans le CO2, vous avez aussi l'effet de la respiration de la végétation. Donc, isoler juste le signal qui est lié aux activités humaines, c'est très difficile et c'est la raison pour laquelle il y a besoin de choses très fines du point de vue spatial et temporel, même pour des questions de recherche. Et après, ce qui est fait pour des questions de recherche à l'échelle de l'Île-de-France, avoir la possibilité de le démontrer sur des endroits où on a beaucoup d'informations, c'est des possibilités pour après pouvoir le faire dans d'autres conditions et à un moment donné avoir une capacité à contrôler les baisses d'émissions qui sont annoncées par les pays de manière indépendante par de la mesure atmosphérique et pas uniquement sur du purement déclaratif. Donc là, il y a un enjeu énorme à l'échelle internationale. Et puis, le dernier point sur l'intérêt de ces cadastres, en fait, pour modéliser les concentrations, le nerf de la guerre, c'est vraiment d'avoir des inventaires de qualité. Jusqu'à présent, ça pouvait être l'une des sources les plus importantes d'incertitude dans la modélisation. Si à un moment donné, on a des inventaires qui sont très fiables, ça veut dire que quand on a un écart entre ce que l'on modélise et ce que l'on observe, ça peut être des choses qui sont mal caractérisées du point de vue de la chimie et du coup ça peut nous permettre de répondre à des questions scientifiques autres dès lors qu'on sait que l'inventaire, lui, il est de très bonne qualité. Donc c'est vraiment quelque chose d'utile pour des questions de recherche également. Oui, peut-être juste pour compléter la réponse de Fabrice tout à l'heure, donc Anne Kaufmann, directrice des études à Airparif. Ce que Fabrice a montré tout au début sur les mesures, on s'est installé
assez haut à la Tour Eiffel, justement pour s'affranchir le plus possible des émissions très locales. Et du coup, ça explique en partie au moins cette incohérence apparente, puisqu'on cherchait justement à ne pas choper les émissions locales qui baissent. En regardant par exemple le transport routier qui a une diminution donc, depuis 2005 d'environ 20%, si là effectivement on se met au bord du trafic routier pour voir l'évolution de ce polluant, bah, on devrait avoir une baisse de l'impact lié au trafic routier. Mais en termes de CO2, voilà, ce n'est pas l'objectif de ces mesures. Merci de ces clarifications, parce que quand on n'est pas au quotidien sur ces questions, on n'a pas forcément l'agilité intellectuelle pour capter en temps réel la finesse de toutes ces complexités. En tous les cas, merci pour... Il y a une dernière question, c'est ça? Oui. Bonjour, de nouveau Arnaud Deschamps. Donc, du coup, est-ce que vous travaillez aussi sur les inventaires de polluants émergents, type particules ultrafines ou ammoniac ou autre? Alors l'inventaire d'ammoniac, on le calcule déjà. Il est présent dans les... On a à peu près une trentaine de polluants qui sont pris en compte dans l'inventaire. Donc, des polluants classiques comme les oxydes d'azote, le dioxyde de soufre, les particules, donc jusqu'à la PM1. Et puis ensuite, on a donc les gaz à effet de serre et puis des métaux lourds et des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Mais également, on a l'ammoniac. Donc l'ammoniac est caractérisé. Concernant les particules, alors on ne calcule pas les particules ultra fines dans le cadre de notre inventaire qu'on met à jour, on va dire, très régulièrement, mais par contre, on participe à des travaux de recherche sur cette thématique-là, et on est en plein dedans, hein. On est actuellement dans un projet de recherche où le but, c'est justement d'avoir une première idée des émissions de particules ultra fines sur la région. C'est vraiment les travaux de recherche. Pour l'instant, on n'a pas encore de chiffres, mais on y travaille. Et juste pour compléter ta réponse, Olivier, là, c'est une réponse qui vaut pour la totalité des sources de l'inventaire, enfin, avec une approche globale. Il se peut qu'il y ait certaines sources, comme par exemple le trafic routier, où on dispose d'un peu plus d'informations pour des polluants. Je pense notamment aux émissions de black carbone issues du trafic routier, qui, bien évidemment, pas avec les mêmes incertitudes qu'on peut avoir pour les NOx, pour le trafic routier, mais on a certains secteurs où on a des données que je qualifierais d'exploratoires, mais pour plus de polluants que ce qu'on a pu vous montrer là. Très bien, merci pour vos interventions et ces échanges. Et donc, je passe la parole maintenant à Martin Hendel, qui est donc enseignant-chercheur à l'École d'innovation technologique ESIEE, dont je n'ai pas trouvé la signification exacte de l'acronyme. Donc, ces thématiques d'enseignement sont la thermodynamique, la mécanique des fluides, l'analyse du cycle de vie, la production d'énergie. Vous êtes chercheur de l'équipe Climat et énergie en milieu urbain au laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain de l'Université de Paris. Et donc, vous allez nous présenter la problématique du rafraîchissement urbain et l'adaptation aux canicules. Tout à fait. Donc, on pourrait transitionner avec les fameuses paroles des Monty Python, Now for something completely different, mais pas tout à fait, on va faire des ponts quand même. Merci pour l'introduction et merci de l'invitation. Donc effectivement, je vais vous parler plutôt de la thématique, ça va plus presque relever de l'adaptation au changement climatique que de l'atténuation, parce qu'on a déjà un peu parlé d'atténuation, mais où il y a aussi justement des points de co-bénéfice ou d'antagonisme potentiel avec les questions de qualité de l'air. Donc voilà, juste pour dire que le LEED, donc le laboratoire interdisciplinaire des énergies de demain, a pour particularité d'être interdisciplinaire dans le sens où, voilà, moi je fais partie des sciences physiques, sciences de l'ingénieur, on est à peu près un tiers comme ça dans le labo, un tiers de sciences de la vie, avec des collègues qui sont généticiens ou écophysiologues, et un tiers de sciences humaines et sociales. Donc par exemple, le directeur actuel est historien médiéviste. Donc on a des pauses café passionnantes où personne ne comprend rien en entrant, ni en sortant d'ailleurs, mais on se sent un peu moins idiot que quand on est arrivé. Donc voilà, on a beaucoup d'ouverture de ce point de vue-là.
Alors, essier, ça se décline plus. Ça voulait dire des choses que je ne saurais pas dire sans me tromper, mais des styles informatiques, électrotechniques, des choses comme ça. Mais maintenant, c'est juste essier. Voilà. C'est devenu le nom, c'est particulier, c'est intéressant. C'est comme si AirParif, ça se décline plus. Non plus, j'imagine. Voilà. Bref. Donc, et au sein de l'équipe, donc, on travaille juste pour cet élément de contexte-là, donc de l'échelle des matériaux urbains, donc beaucoup sur les trottoirs, sur la voirie, sur les toitures, etc. Ah, merci. Pourtant, je suis plus petit que... Mais je ne me suis pas plié en deux, pardon. De l'échelle des matériaux jusqu'à l'échelle du territoire. Donc, on peut avoir des outils d'aide à la décision un peu pour de la stratégie voilà, territoriale. En plus, je tourne la tête, donc c'est fichu, j'ai regardé là. Donc avec de nombreuses thèses, et on collabore assez étroitement depuis une dizaine d'années avec la ville de Paris, notamment sur ces thématiques, et avec beaucoup d'évaluations in situ de ces techniques de rafraîchissement, d'adaptation aux canicules en particulier. Alors, de quoi on parle? C'est quoi l'îlot de chaleur urbain? Donc, c'est un mot-clé qui n'est pas apparu jusqu'à présent. Donc, l'îlot de chaleur urbain, c'est ce phénomène de d'échauffement local des villes, comparé à des zones non urbaines aux alentours, à climat égal. Hein, donc, c'est comparer le centre de Paris avec les abords de la région Île-de-France, par exemple. Et où on constate, effectivement, en faisant des mesures de température, que il fait en moyenne 3 degrés de plus dans Paris que pas dans Paris, quoi. Et c'est vrai de la plupart des agglomérations. Il y a quelques rares exceptions où on peut avoir des effets négatifs, mais c'est assez particulier. C'est des villes dans des zones désertiques. Ça a été observé pour la première fois à Londres, au milieu du 19e siècle, au début du 19e siècle, avec Luke Howard. Luke Howard, vous le connaissez, c'est lui qui a inventé le nom des nuages. Cumulus, Stratus, tout ça. Et vous le connaissiez sans le connaître. Comme tout le monde. Toujours est-il que donc lui, il faisait partie d'une société scientifique qui s'appelle la Royal Society, qui se trouvait en plein cœur historique de Londres. Donc vous voyez, Hyde Park, c'est pas dans Londres. Hein. Et il avait des terres agricoles autour où il faisait faire des mesures par ses équipes de température d'air. Et donc il constate pour la première fois dans un ouvrage qui s'appelle The Climate of London cette différence de température qui n'est attribuée à rien d'autre que la ville. Voilà. Donc là, c'est en degrés Fahrenheit. Je ne vous ferai pas les rappels de cours sur comment on passe des degrés C au Fahrenheit, mais il observe des différences qui sont de l'ordre de 2 degrés C au maximum. Et donc voilà. Donc pour Paris, c'est de l'ordre de 3 degrés Celsius. Alors quand on vous parle de moyenne, ça veut tout et rien dire. C'est comme quand on vous dit qu'il va faire 2 degrés, 3 degrés, 4 degrés de plus à 2100, ça ne veut rien dire. Dans la vie de tous les jours, j'entends. Pour se figurer, c'est pas facile. C'est très variable selon les conditions météo. C'est comme la pollution de l'air. C'est les mêmes problématiques qui vont se poser. On a évoqué le mot-clé de couche limite, petite, grande, machin. C'est exactement les mêmes problématiques qui se posent. Quand on a des situations très, très, très stabilisées, donc faible vent, soleil super clair, ciel super clair avec peu de nuages, etc. Et ben c'est là où on va avoir les différences les plus prononcées, puisque en fait, l'air ne va pas bouger, il va rester là, en échangeant du coup avec les différentes surfaces. Et on peut avoir pour Paris, et c'est vrai de quasiment toutes les villes tempérées, de même dimension, on va dire, des différences qui peuvent atteindre la dizaine de degrés en été, mais comme en hiver. Et voilà. Et donc, c'est conjoint où il y a une corrélation avec les événements de pollution de l'air, mais il n'y a pas de causalité, si ce n'est sur le sujet de l'ozone, qui, du coup, effectivement, c'est un peu thermosensible quand même. Et donc, ça, c'est très variable dans l'espace et dans le temps. Et pourquoi ça? Donc, c'est très lié à la forme. La morphologie urbaine est très, très impactante là-dedans. Quand vous remplacez une surface horizontale lisse par un trou, qui est l'espace entre deux bâtiments, même si ce n'est pas qu'on crée le trou, mais on crée la surface, et ben en fait, le soleil qui rentre est beaucoup plus fortement absorbé pour une réflectivité égale, parce que sur la surface lisse, ça arrive, ça repart. Là-dedans, ça rentre, ça rebondit dans tous les sens, etc. C'est réabsorbé à chaque étape. Le taux d'absorption est beaucoup plus fort. Donc la réflectivité, on l'appelle aussi albédo. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ce mot-clé. Albédo égal, on a une absorptivité effective beaucoup plus élevée.
La nuit, quand ces surfaces auraient envie de restituer cette chaleur par rayonnement thermique, c'est la même chose, hein, c'est que plutôt que de voir juste le ciel et d'envoyer ça aux petits oiseaux tranquillement, bah, ça part sur les voisins, et ce qui renvoie en bas, etc. Ça ralentit fortement cette restitution de chaleur nocturne. On a le manque d'évapotranspiration, donc c'est relativement désertique une ville par rapport à une zone agricole, ça c'est évident. Donc c'est moins d'eau qui est stockée dans les sols, c'est moins d'eau qui est présente, c'est moins de végétaux pour tout ce qui est évapotranspiration, donc ça c'est assez prégnant. L'obstruction du vent, donc c'est là où on va avoir pas mal de points de contact avec les problématiques de qualité de l'air, c'est que les bâtiments, bah, ils sont super cool, mais ils ralentissent l'écoulement d'air. Toutes les problématiques de ventilation, notamment de fond de rue, sont liées à cette morphologie. Ça renouvelle pas l'air et ça transporte pas les polluants plus loin, mais ça transporte pas la chaleur plus loin non plus. Donc ça fait partie des leviers. Et puis le dernier, ça va être tout ce qui est rejet de chaleur anthropique. Et là aussi, ça va être un point de contact avec la pollution de l'air, c'est-à-dire que toutes les activités humaines, alors on restera sur du scope 1 de notre point de vue, vont générer tôt ou tard de la chaleur. Donc cette télé, elle émet un peu de lumière, certes, mais elle consomme de l'électricité qui termine tôt ou tard sous forme de chaleur, qui du coup contribue dans une certaine mesure à réchauffer le milieu urbain. La seule pollution, enfin la seule énergie qui échappe réellement au système ville, ça va être la pollution lumineuse. Si on la voit des satellites, c'est qu'elle est plus en bas pour chauffer la ville. Mais à part ça, voilà, c'est marginal, quoi. Voilà. Mais c'est pas exactement forcément un ordre d'importance, mais quand même, hein, c'est pas du tout en haut de la liste, les rejets de chaleur anthropique sur les raisons de cette formation de l'îlot de chaleur urbain. Alors, il y a une autre notion qui est très importante. Donc, l'îlot de chaleur urbain, on se focalise sur un paramètre, hein, c'est la température de l'air. Mais dans la vie de tous les jours, pour les piétons, pour nous, on n'est pas que sensible à la température de l'air. Il y a une notion qu'on appelle le stress thermique, qui représente l'état physiologique dans lequel on est par rapport à notre besoin de réguler notre température interne. Donc ça va dépendre certes de la température de l'air, mais pas que. En fait, ça va dépendre de tous les échanges thermiques qu'on a avec notre environnement. Ça dépend de notre activité physique. Si on sort du marathon ou de la sieste, on n'a pas les mêmes calories internes à gérer. De notre habillement. Donc, si vous êtes en short et t-shirt dehors aujourd'hui, vous doutez que vous allez avoir plus de mal à atteindre 37 que si vous êtes en parka et en pantalon fourré. Ça, vous le saviez avant que j'arrive. Mais voilà, c'est utile à rappeler. Donc, ça dépend de votre activité physique, ça dépend de votre habillement, ça dépend par convection, la température de l'air, mais l'air, s'il ne bouge pas, il ne transfère pas très efficacement. Ça dépend aussi du vent. Quand en été, on a chaud et on dit qu'il n'y a pas d'air, c'est le vent qui nous manque, souvent. Ça dépend donc des échanges radiatifs. Si vous êtes en plein soleil, forcément, vous êtes au courant que vous avez plus chaud que si vous êtes à l'ombre. Mais même en étant à l'ombre, vous pouvez être exposé à une réflexion qui contribuera aussi à votre bilan. Il y a tout le rayonnement thermique dont j'ai parlé des surfaces qui ont accumulé de la chaleur sur la journée. Et un tout petit peu de conduction, alors en station debout, et selon l'épaisseur des semelles, c'est plus ou moins négligeable. Mais voilà, elle existe. Ça dépend des efforts que vous faites aussi. Si vous soulevez des masses, vous donnez de l'énergie à la masse en la soulevant. Donc, c'est l'énergie qui sort. Et ensuite, tout ce qui va être respiration ou transpiration, où dans les deux cas, on va échanger de l'eau avec l'air. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment important parce que du point de vue sanitaire, on nous parle tout le temps de l'impact des températures d'air élevées. Mais en fait, dans votre vie de tous les jours, ça ne va pas être la même chose pour une même température d'air que vous passiez la journée au soleil ou à l'ombre. Bon, on le savait individuellement, mais quand on monte au créneau à cette échelle de politique publique, par manque de données, en fait, on perd ce niveau de détail, mais il faut quand même l'avoir en tête quelque part qu'il nous manque des choses. Donc, îlot de chaleur urbain, c'est quelque chose qui est très variable dans l'espace et dans le temps. Donc là, j'ai un petit schéma des collègues qui représente un peu température de l'air en pointillé et température de surface en continu, le jour en orange, la nuit en bleu. Donc le jour, c'est compliqué, hein. Température de surface, telles que elles peuvent être vues par un satellite, par exemple, ça bouge dans tous les sens. C'est normal, hein, les propriétés de surface varient fortement à petite échelle. Température de l'air est plus ou moins homogène. Et par contre, la nuit, voilà, c'est là où se forme cet îlot de chaleur urbain, cet écart de température qu'on va caractériser, et avec une meilleure corrélation entre température de surface et température de l'air, encore que il peut y avoir des écarts très importants selon les propriétés des surfaces qui sont ensoleillées le jour et refroidies la nuit. Donc, bon, voilà, ça c'est pas que des cercles concentriques, hein, ça dépend de l'occupation du sol. Il y a des tâches
plus clair au sein du rouge. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles. On aimerait bien en faire plus. Ici, c'est les bois, hein, notamment, tous les espaces verts. Si je zoome un peu, on retrouve les plus petites taches vertes. Donc là, on est passé de. Donc, pardon, sur les deux figures, c'est la température de l'air pendant la canicule de 2003, sur des simulations numériques. Ici, on a un petit vent qui vient du sud-est. Alors, je me déplace, mais si je me déplace, vous ne m'entendrez plus. J'ai un curseur, voilà. Ici, c'est pas que c'est une bordure plus verte, c'est que le vent vient du sud-est. Donc, on a un panache en haut à gauche de chaleur. Et on voit apparaître voilà, les parcs, donc les Tuileries, le Luxembourg, etc., qui offrent, on voit bien, un peu de fraîcheur localement. Donc là, en se déplaçant non pas de quelques kilomètres, mais de quelques centaines de mètres, on peut changer un peu l'intensité. Et si maintenant je passe de cette notion d'ICU au stress thermique, ben, on se rend compte ici, autour du quartier Monceau, qu'on a des variations très très fortes à très petite échelle spatiale. Donc typiquement, je vous parlais du fait d'être au soleil, ben, si vous êtes dans la rue au soleil et que vous traversez pour le côté ombragé, la température de l'air va presque pas bouger. Par contre, le ressenti, lui, il a quand même beaucoup changé. Et donc c'est cette notion de stress thermique qui est là, et c'est là qui va nous faire passer du rouge au bleu. Et quelque chose qui n'est pas forcément complètement évident, intuitivement, c'est que les espaces, y compris en gazonné, mais en plein soleil du parc Monceau, sont beaucoup moins frais que de se mettre à l'ombre d'un bon vieux bâtiment haussmannien, quoi. Et ça, on le retrouve dans plein d'espaces publics qu'on connaît sans forcément les pratiquer tous les jours. Place de la Concorde, vous faites des mesures de température la nuit, 3, 4, 5 heures du matin. Vous comparez au tissu de la Madeleine, bah, il fera toujours plus frais le Place de la Concorde. On a une super ouverture au ciel. L'air, en plus, il ne doit être pas si mauvais que ça quand il n'y a pas trop de circulation, parce qu'il y a des couloirs de vent, etc. Par contre, j'invite n'importe qui à passer une journée caniculaire Place de la Concorde versus la Madeleine. Vous vous rendez bien compte qu'il y a une dichotomie entre cette question de l'îlot de chaleur urbain et le stress thermique. Voilà, donc il y a la variabilité temporelle que je viens d'illustrer avec, si je prends 2 points, ville, zone rurale, un peu théorique, on voit que c'est vraiment la nuit que va se développer l'intensité de cet îlot de chaleur urbain. Et ici, le stress thermique, donc ces contrastes de la journée se sont inversés la nuit. Alors attention, hein, là, c'est vraiment une échelle qui met en avant le contraste, donc le plus rouge à droite est plus froid que le plus bleu à gauche. Hein. Mais par contre, il faut bien avoir cette idée que voilà, le refuge qu'offrait un peu l'inertie du tissu haussmannien est en train d'aujourd'hui déstocker cette chaleur accumulée, donc c'est plutôt pas une zone sympathique. Alors qu'au contraire, les zones engazonnées où il ne fallait pas se mettre en plein soleil sont devenues des zones très exposées à la voûte céleste froide, et donc très favorables à tout ce qui est refroidissement nocturne, quoi. Donc ça, c'est vraiment un point de vigilance. C'est que quand on réfléchit à cette question d'adaptation, de lutte contre l'îlot de chaleur urbain, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on est en train de vraiment vouloir lutter contre l'îlot de chaleur urbain ou voilà, c'est cette période de 3, 4, 5 heures du matin qu'on cible? Il y a plein de raisons où on a envie de faire ça. Ou est-ce que c'est des espaces très, très fréquentés en journée par des piétons qu'on veut cibler, auquel cas, ce n'est pas tellement l'îlot de chaleur urbain qui est pertinent, mais plutôt ce qui se passe en journée, quoi. Donc, typiquement, nous, on a beaucoup travaillé sur les cours d'école. Les cours d'école, ça fait partie des rares espaces urbains où il y a c'est très binaire comme fréquentation, c'est le jour et pas la nuit. Donc, si vous luttez contre l'îlot de chaleur urbain dans une cour, vous faites peut-être le contraire de ce que vous vouliez faire. Voilà. Donc après, en termes de solutions, et je vais aller un peu plus vite, mais j'essaierai de m'attarder 2 secondes sur justement les points de contact avec les questions de qualité de l'air. Il y a tout ce qui est piégeage radiatif, on va chercher à faire des villes réfléchissantes. Donc ça pose des questions. Donc c'est très efficace pour réduire les températures de surface, des surfaces qu'on traite. Par contre, si vous faites l'expérience de penser avec moi, d'imaginer une ville du Sud avec des rues réfléchissantes, vous en avez peut-être un peu pratiqué ou visité, entre midi et 16h, il n'y a pas un chat. Et ce n'est pas par hasard, c'est parce que d'une part, ils sont partis à la sieste, mais s'ils ont mis en place cette pratique, c'est parce qu'en fait, l'espace public est devenu un four solaire, littéralement, puisque vous êtes au soleil d'en haut, mais aussi de toutes les façades et sols qui réfléchissent le soleil aussi. Donc, voilà, il y a un enjeu, il y a une rétroaction en tout cas sur les usages dont il faut avoir conscience. Évapotranspiration, donc ça va être tout ce qui est végétalisation. Alors je vais y revenir un tout petit peu après avec des exemples de sites qu'on suit, mais forcément on l'a évoqué, les émissions de COV par la part ou d'allergisants par les végétaux qui posent des questions, surtout en milieu urbain où en fait c'est pas des plantes heureuses qu'on élève, mais des plantes stressées, puisque le milieu urbain est plutôt pas très. Enfin voilà, tout ce qu'on a listé c'est vrai pour les plantes, hein. Sauf qu'elles ne peuvent pas se mettre à l'ombre. Obstruction du vent, donc ça c'est plutôt les collègues d'Asie justement qui travaillent là-dessus. Là, c'est une figure qui vient de Hong Kong où il y a plein de réflexions, beaucoup de réflexions sur comment
rouvrir notamment la côte aux brises de mer, parce que Hong Kong, typiquement, ils ont réussi à faire une muraille de bâtiments, et en fait, c'est marrant, il n'y a plus de vent de la mer qui rentre derrière. Donc, comment est-ce qu'on réouvre un peu ces formes pour que ça ne soit pas aussi frontal, en tout cas. Mais il y a des villes comme Stuttgart aussi en Europe qui ont des réflexions sur ces questions, en lien avec la qualité de l'air. Et puis, chaleur anthropique, ça va être tout ce qui est efficacité énergétique. Donc là aussi, il y a plein de co-bénéfices évidents avec les questions qu'on a déjà évoquées, l'alignement air, climat, énergie. Voilà, donc nous, on travaille beaucoup sur les revêtements et les matériaux de bâtiments. Je ne vais pas trop m'attarder là-dessus, si ce n'est qu'on garde bien en tête cette dualité entre refroidissement nocturne de la ville, îlot de chaleur urbain et stress thermique en journée. Donc, essayer de croiser avec les périodes de fréquentation et d'usage. Là, c'est du bâtiment. Pas mal d'essais in situ, et je voulais m'attarder un tout petit peu sur de la végétalisation. Donc ça, c'est un site à Aubervilliers où a été transformé un parking en espace piéton avec plein d'arbres, un revêtement perméable, drainant, qui du coup, les arbres, ils ont déjà 3 fois la taille qu'ils avaient en 2021 sur la photo. Ça a bien pris, en tout cas. Je ne sais pas si ça va se poursuivre, mais ça a bien pris. Des effets rafraîchissants évidents, notamment par la création d'ombrage. En fait, les arbres ont été plantés très densément là où il y avait le plus de soleil. Donc, il y a une vraie réflexion bioclimatique sur cette conception qui est très intéressante. Une vraie réflexion sur le sous-sol aussi, avec des réservoirs d'eau, etc., pour que justement, ça ne soit pas juste des plantes laissées à l'abandon, quoi. Donc, on a travaillé sur les cours d'école, je vous en ai parlé, où justement on aperçoit on se rend bien compte sur le terrain, au-delà sur un calcul de comptable, que le fait que les surfaces soient réfléchissantes, en fait, ça compense les gains sur la température d'air qu'on a pu obtenir. Et donc, ça, c'est un travail qu'on fait avec l'INSERM et la PUR, où on va essayer justement d'obtenir de la donnée dans le Grand Paris sur l'exposition au stress thermique en période printanière ou estivale. Ça ne sera pas en 2024, mais en 2025 normalement. Et donc voilà, des choses plus récentes qu'on est en train de faire avec la ville de Paris, c'est notamment l'évaluation de forêts urbaines. Donc il y en a 2 qu'on a instrumentées. Il y en a celle de la place de Catalogne, et il y en a une qui est très très grande près de la porte de Vincennes, qui s'appelle Forêt Charonne, qui est sur la petite ceinture, et où là il y a, je sais plus, 4000 arbres qui vont être plantés. Enfin, c'est vraiment vraiment beaucoup. Et où il y a des pistes et des réflexions sur comment est-ce qu'on regarde d'autres critères que juste le rafraîchissement urbain ou de l'usager. Qu'en pensent les plantes déjà, du point de vue de leur niveau de stress? Est-ce qu'elles répondent comme on aimerait, sur un coin de table, on aimerait qu'elles évapotranspirent toute l'eau, et que d'ailleurs il ne manque pas d'eau, mais que ça ne coûte pas d'eau à boire ou à irriguer, etc. d'ailleurs. Y a-t-il des réactions par rapport à la qualité de l'air avec des projets en cours de montage, avec Air Paris d'ailleurs. Voilà. Mais voilà, c'est des questions où c'est pas simple. Il n'y a rien de très tranché. Voilà, et puis ça, c'est des exemples de réflexion à l'échelle territoriale. Quelles sont les zones à cibler en priorité pour telle ou telle intervention, qui peut se décliner à une échelle plus projet. On zoome sur un projet plus en détail pour regarder qu'est-ce qu'on peut dire a priori, en tout cas, du point de vue de cette question du stress thermique en période caniculaire.